Salut tout le monde, petite intro très rapide juste pour vous dire que voici le premier format de compilation de Reels que je poste sur Insta. Pour rappel, je reprends donc les critiques à chaud en sortie de salle, ce qui était auparavant les avis critiques sur ma chaîne, mais je les poste désormais sous le format Reels sur Insta. En chaque fin de mois, je vous ferai une petite compilation récapitulative sur YouTube. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce format s'il y a des choses à améliorer, voilà. N'hésitez pas. Bon visionnage! Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de L'Envol de Pietro Marcello. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Raphaël Thierry, Juliette Jouan et Noémie Liovski. C'est votre fille. Elle s'appelle Juliette. Je peux pas vous payer, mais je peux vous loger. Il y a tout le temps des choses à faire ici. C'est vous l'homme de la pauvre Marie? Elle était brave, Marie. L'Envol, c'est le récit d'un homme de retour chez lui après la guerre de 14-18 qui retrouve son foyer, hélas, vide, sa femme est décédée entre-temps. Il doit donc élever seul sa fille Juliette au sein d'un corps de ferme délabré, aidé heureusement par la solidarité de personnes avec qui il vit, qui sont tous un petit peu des marginaux. Il sent bien qu'au village, une histoire se cache, un secret, mais il ne sait pas quoi. L'Envol, j'y suis allée en me disant soit ça va être un bijou de poésie, d'émotion, un film absolument magnifique servi par des images picturales impressionnantes, soit ça va être le cliché du film d'auteur chiant à la française avec des dialogues à peine marmonnés dans leur barbe et un côté extrêmement mélodramatique. Et ben c'est un subtil mélange des deux. La première partie du film, je l'ai trouvé absolument sublime. On suit du coup ce personnage de retour à la guerre, cassé, qui n'est du coup pas apprécié dans le village, mais qui arrive, grâce au travail du bois qu'il maîtrise bien, à gagner sa vie. Et cet homme a une particularité, c'est qu'il est particulièrement doux, rêveur, c'est un vrai poète. Sur son temps libre, il récupère des chutes de bois et fait des jouets à sa fille. Des jouets qui s'animent ensuite au contact de son enfant. Il élève Juliette dans une curiosité, dans un amour de la vie, dans une poésie. Tout devient merveilleux à son contact. Son regard magnifie les choses et on a presque, dans cette première partie, un aspect conte, fable, merveilleux. Et c'est d'autant plus vrai que, tissé à la trame principale, il y a tout un récit de sorcières, de magie. Une atmosphère rehaussée aussi par les images qui sont d'une beauté absolument époustouflante. Pour le coup, l'aspect poétique, visuel est absolument réussi. Le film entrecoupe dans la diégèse des images d'archives de 14-18, mais ce sont des images d'archives qui ont été recolorisées. Et vous savez, à l'époque, cette recolorisation était dans des tons extrêmement pastels, très doux. Et bien tout le film a tenté de reproduire cet aspect-là. On a l'impression de voir un film qui aurait été peint à l'aquarelle, avec en plus de ça une présence du grain extrêmement importante, qui rappelle vraiment l'imagerie de 14-18, en plus le film est en 4/3. Visuellement, c'est une réussite. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, le film est divisé en deux parties qui sont clairement distinctes. Il y a une première partie où l'on suit le père, comme étant le personnage principal, et dans une deuxième partie, on va suivre Juliette, qui a grandi. Et cette deuxième partie-là me semble beaucoup moins maîtrisée, beaucoup moins intéressante et me semble tomber beaucoup plus dans des facilités scénaristiques et dans des banalités. L'aspect cliché du film d'auteur dont je vous parlais au tout début, c'est surtout sur cette deuxième partie qu'elle se ressent. On a l'impression de voir le cliché du scénario Disney puisqu'elle concerne une histoire d'amour qui se réalise en même pas 30 minutes depuis qu'ils se connaissent. Alors que jusque-là, le film était assez profond, prenait le temps de développer les personnages, les intrigues, était très lent dans son rythme, assez contemplatif, et d'un coup on a l'impression que cette intrigue-là tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, d'autant plus que c'est une histoire qui semble transformer aussi Juliette, un personnage qu'on a appris à aimer, à développer, qui d'un coup devient totalement une autre personne. Un dernier truc qui m'a un petit peu dérangé, la musique a une place omniprésente dans le film, et malheureusement, l'actrice qui chante très mal. Vraiment très mal. C'est assez nasillard, c'est assez désagréable. Et c'est un petit peu le reproche que j'avais fait à Annette en fait. Quand la musique a une place prépondérante dans ton film, faut quand même s'assurer d'avoir des acteurs qui chantent un minimum bien. Là encore une fois, ça fait un peu pathétique. L'Envol, c'est une proposition originale, belle, intrigante, qui est assez portée sur les émotions, un film en introspection. C'est un petit peu dommage parce que si le film était resté concentré sur son propos, sur son ambiance et sur ce qu'il développait dans la première partie, j'aurais trouvé que c'était une vraie pépite, un bijou d'émotion, de poésie, une vraie œuvre en plus de ça plastique. Une vision d'auteur et d'artiste très pertinente. À cause de cette deuxième partie qui fait retomber un petit peu tout comme un soufflet raté, eh bien je reste assez mitigée sur ce film parce que je ne sais pas trop vers quoi il voulait aller finalement, ce qu'il cherchait à nous dire, ce qu'il cherchait à nous raconter avec cette deuxième partie qui en plus de ça est prégnante. Voilà, c'était mon avis sur L'Envol, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si jamais mon contenu vous plaît à me suivre aussi sur YouTube
YouTube, je vous propose des formats plus longs, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à commenter, à partager, à liker, c'est le seul moyen que j'ai actuellement de combattre les algorithmes et de me faire connaître. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler du film Les Rascals réalisé par Jimmy Laporal-Trésor. Au casting, nous retrouvons Jonathan Feltré, Angelina Vorez, Missoum Slimani et Victor Meleté. Eh les filles, 15 balles, il va se prendre un râteau. Il s'appelle pas Loki, lui? On m'appelle plus comme ça depuis un bail. Les Rascals racontent l'histoire d'une petite bande dans les années 80 dans une banlieue, une petite bande de petites frappes qui se fait appeler les Rascals. Ils volent, ils draguent, ils se bourrent la gueule, bref, ils sont pas très malins mais pas bien méchants. Cependant, lorsqu'ils étaient enfants, ils se sont fait casser la gueule par une bande de fascistes, et notamment par un homme qui se fait appeler Loki. Plusieurs années plus tard, ils arrivent à retrouver Loki et à avoir leur vengeance, mais ils déclenchent malgré eux énormément d'événements qui vont mettre le feu et le sang aux banlieues. Les Rascals, c'est un film qui est hyper intéressant parce que ça parle de toute la montée de l'extrême droite du FN dans les années 80. C'est un film qui se situe lors de la première fois que le FN a fait 11% des élections présidentielles, c'est-à-dire le même score que le Parti communiste, c'était historique. C'est aussi un film qui est une très bonne piqûre de rappel à l'heure où l'extrême droite continue encore et encore son ascension sur le fait que le FN est littéralement, le FN et aujourd'hui le RN, est littéralement issu des jeunesses hitlériennes. Hein, le film nous montre extrêmement bien à quel point c'est un parti qui est empreint à la fois de l'idéologie néo-nazie, à la fois de l'imagerie nazie et à la fois de la mentalité nazie puisque ses dirigeants ont fait les jeunesses hitlériennes. Pour ma part, je suis quelqu'un de militant, de politisé, ce sont des choses que je sais et j'ai pas eu de plus-value avec ce film. J'ai pas eu de plus-value surtout parce que mis à part Rudy qui est plus ou moins le personnage principal, eh bien les autres personnages de la bande sont détestables. Ce sont vraiment des petits connards, j'ai pas d'autres mots. Et du coup ça a été extrêmement dur d'avoir de l'empathie et de s'identifier à eux quand ils passent leur temps à être de gros cons machistes, à traiter les nanas comme des déchets, à se battre pour un rien, à foutre la merde. Et en fait je suis désolée mais moi en tant que nana j'en ai marre de voir des films qui soient hyper machos sous prétexte de reconstitution historique ou sous prétexte que oui mais regarde à côté de ça ils souffrent donc ils peuvent se permettre d'être macho. Ben non. En fait le film aurait très bien fonctionné sans cet aspect hyper machiste à outrance. Heureusement qu'il y a le personnage de Rudy qui est là, qui est sous-tend le film et qui est ici pour apporter une petite dose de maturité qui est bienvenue et qui est nécessaire. Pour vous donner une idée au niveau de la mentalité et de l'ambiance qui est développée dans ce film, ça m'a beaucoup rappelé ce qui est développé dans GTO et dans Young GTO. On est dans ce même type de personnages qui sont un peu des losers magnifiques, des petits bras cassés, des petites frappes, qui sont un peu cons, qui sont hyper machos, etc. Mais je trouve que dans GTO et dans Young GTO, il y a beaucoup plus de réflexion de fond sur pourquoi ils sont comme ça et sur les apparences qu'ils se donnent. Il y a beaucoup plus de second degré, beaucoup plus de recul. Là finalement, tout cet aspect petite frappe, très premier degré. Bon évidemment ça veut pas dire que j'ai eu d'empathie pour les nazis, hein, on va quand même se calmer, parce que effectivement je trouve que le portrait qui est dressé des fascistes dans le film est très loin d'être caricatural et c'est ça qui fait vraiment peur. C'est un film qui est glaçant parce que j'ai personnellement reconnu beaucoup de choses qui se passaient dans mes années lycée, dans mes années universitaires, des discours extrêmes qui commencent à prendre de l'ampleur mais qui sont finalement très adaptés à l'ère du temps, qui semblent avoir une réflexion de fond en plus avec des choses qui semblent étayées dans leur discours et surtout ce côté enrobage mielleux que peut avoir le fascisme, que peut avoir l'extrême droite. Et j'ai vu des amis à moi être attirés par ce genre de discours justement à cause de cet enrobage là. Je trouve que c'est d'autant plus pertinent parce que ça montre encore plus le danger qu'il y a dans ces discours là, c'est qu'ils savent se montrer séduisants, ils savent se montrer beaux. Au-delà du discours, il y a aussi tout un travail de reconstitution historique sur les fringues, sur les voitures, sur les décors, sur les costumes globalement, qui a été assez intéressant et assez bien fait. Et là où le travail historique a été aussi rondement mené au point que ça en est presque perturbant et un peu gênant, c'est qu'ils ont vraiment respecté le vocabulaire de l'époque, notamment les expressions, le fait qu'on parlait en verlan. Et en fait, moi je suis née dans les années 90, au moment où ce parler-là était complètement ringard. Et du coup, c'était très perturbant parce que là, t'as l'impression que ce langage-là est utilisé par des personnes qui sont classes, qui sont dans l'air du temps. C'est vrai qu'on a du mal à se rappeler qu'il y a plein d'expressions, mais même encore aujourd'hui, des expressions qui sont ringardes d'une année sur l'autre. Au final, Les Rascals, ça n'a pas été la claque que je m'attendais à recevoir, parce que je pensais vraiment que ce serait un film coup de poing, un film puissant. Je suis totalement le public déjà conquise par le message, et j'aurais bien aimé qu'il ait un discours peut-être un peu plus incisif,
parce que pour moi qui connais déjà ces histoires-là, qui sait déjà la montée du FN, finalement, ouais, c'est un film qui ne m'a rien appris de plus. Mais je pense que ça reste un film qui est nécessaire et qui en plus de ça utilise le moyen de la comédie pour faire passer ce message qui est une vraie piqûre de rappel. Donc n'hésitez pas à aller le voir parce que vous passerez un bon moment grâce à cet aspect comédie. Vous passerez un bon moment grâce notamment au personnage de Rudy qui porte le film et qui est vraiment un personnage très intéressant, qui est beau, qui est profond, qui est mature, qui est porté par énormément de choses et de problématiques complexes. Et surtout si c'est des histoires que vous ne connaissez pas trop, allez-y, d'autant plus parce que vous allez apprendre des choses. Voilà, ma vidéo sur les Rascals est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur YouTube, je vous propose des formats plus longs. Sur mes différents réseaux sociaux, si jamais ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager parce que c'est le seul moyen de faire plaisir aux algorithmes. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut tout le monde, cette semaine je vais vous parler de Nostalgia de Mario Martone avec dans les rôles principaux Pier Francesco Favino, Tommaso Ragno et Francesco Di Leva. Mamma. Tu ti ricordi di uno che stava sempre con me? Oreste Spasiano. Nostalgia raconte le retour à Naples d'un homme qui en est parti depuis 40 ans. Il a vécu d'abord au Liban, puis maintenant il est en Égypte. En retournant à Naples, en revoyant sa mère qu'il n'a pas revue depuis qu'il est parti adolescent, il retrouve son quartier, ses habitudes, avec une sorte de joie, de nostalgie, mais aussi la peur, car un petit gang local mené par un de ses amis d'enfance sème la panique dans son quartier. Malgré le fait que je n'ai sincèrement pas grand chose à reprocher à Nostalgia, c'est un film qui est bien mené, qui est bien joué, qui est beau, j'ai quand même été légèrement déçue dans mes attentes, puisque la bande-annonce nous vendait quelque chose qui était de l'ordre du film noir, du polar, voire même d'un petit côté film de mafioso à l'italienne. Et c'est pas du tout le cas, même si le film comporte un petit peu de violence, surtout liée à cette histoire du gang, on est finalement sur un récit de drame relativement classique, convenu, et qui pour moi n'apporte pas grand-chose au monde du cinéma. Des drames sur le sujet du retour à la terre, sur le sujet du retour à l'enfance et sur ce côté nostalgique, je trouve qu'il en existe d'autres qui sont beaucoup plus pertinents, beaucoup plus intéressants. Le film ne sait jamais finalement s'il raconte vraiment ce drame ou s'il veut partir sur un récit plus généraliste sur une condition italienne actuelle et sur une violence intrinsèque dans les quartiers laissés pour compte. À côté de ça, je peux aussi reprocher à Nostalgia le fait qu'il soit particulièrement lent et long, il s'appesantit beaucoup et je trouve que les intrigues et les enjeux principaux mettent énormément de temps à arriver. Je ne savais pas trop jusqu'à une grosse moitié de film ce que le film cherchait vraiment à raconter, là où était vraiment son point de vue principal, son focus en termes d'histoire. Le scénario est bien construit mais extrêmement classique. Dès le début du film, on sait comment ça va se terminer. Le classicisme, c'est pas forcément une mauvaise chose, d'autant qu'ici le récit est vraiment bien mené. Le problème, c'est qu'ici tout est classique. La photographie est belle mais classique, le jeu d'acteur est bon mais il n'y a rien qui sort vraiment de l'ordinaire. Du coup, le fait que tout soit absolument classique, certes efficace mais sans qu'il n'y ait vraiment de personnalité qui se dégage, donne à Nostalgia un côté extrêmement déjà vu. J'ai l'impression d'en tirer un portrait extrêmement négatif mais ce n'est pas le cas. Au final, j'ai été plus mitigée sur ce film que réellement négative, je tiens quand même à le préciser. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant finalement, c'est la relation entre le personnage principal et le prêtre, qui est du coup un personnage secondaire qui arrive au bout de 30-40 minutes de film je dirais, et qui devient l'ami de ce personnage principal, qui le guide et qui lui permet en fait de faire une mise à jour du quartier, qui lui explique un petit peu les changements par rapport à quand il y habitait. Cette confrontation entre passé et présent qui est menée en plus par une amitié naissante qui est très belle, j'ai trouvé que là non seulement il y avait un propos qui était intéressant mais aussi quelque chose d'assez impactant émotionnellement. Le début du film avec toutes les retrouvailles du personnage principal avec sa mère est aussi très émouvant. On aborde les questions de la vieillesse, des souvenirs, du temps qui passe, de la mort aussi, de la relation parent-enfant qui évolue avec l'âge. Toutes ces questions-là sont vraiment pertinentes, elles sont abordées avec brio par le film et j'étais un peu déçue que le film ne reste pas sur ce propos-là, que j'ai trouvé pour le coup plutôt maîtrisé. Nostalgia est toujours actuellement en salle et jouit plutôt de bonnes critiques, donc je vous encourage à aller le voir si ça vous intéresse, mais tout en vous attendant beaucoup plus à voir un drame qu'un film noir ou un polar, comme c'était le cas pour moi. Je n'ai pas trouvé que c'était un drame révolutionnaire, mais ça reste un drame de bonne facture, qui est du bon classique, efficace, avec des acteurs extrêmement bons. Et voilà, ce petit avis sur Nostalgia est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je fais des formats
long. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner, à commenter et à partager si ce que je vous propose vous plaît. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Salut!